Oui, il faudra que vous preniez le micro. Vous avez votre micro, moi je vais me tourner vers vous et puis on va se dire bonjour quand ça va démarrer. Et puis je vais attaquer avec une question simple, facile. RCF Charente. À Cognac sur 89.9. Conciliabule, le rendez-vous des petits Mickey. Bonjour, ici Conciliabule, le rendez-vous des petits Mickey en grand, puisque nous sommes à la 51e édition du Festival de la bande dessinée d'Angoulême, qui a ouvert ses portes hier soir, qui a d'ailleurs déjà décerné son grand prix. On y reviendra dans le cœur de l'émission. Mais pour l'heure, je suis avec Élise Thiebaud, qui vient nous parler d'un album sorti très très récemment. Je crois que c'était le 19 janvier. Ça s'intitule Vierge, la folle histoire de la virginité, et c'est aux éditions Le Lombard. Élise Thiebaud, bonjour. Bonjour. Alors Élise Thiebaud, vous êtes connue parce que vous êtes une féministe, une journaliste de presse. Vous avez aussi derrière vous une carrière d'autrice. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous avez, je crois, si vous me contredirez si je me trompe, opté pour la bande dessinée. Et c'est une première. Avant, pas de bande dessinée. Non, c'est pas une première. J'ai déjà fait une bande dessinée sur les règles qui s'appelle Les règles, quelle aventure, à la Ville Brûle. Ah oui, c'était à la Ville Brûle parce que ça ne figure pas dans les biographies. J'ai cherché, j'ai demandé et je ne l'ai pas trouvé. Voilà, et je savais bien qu'il y avait quelque chose. Mais ma question, elle est très simple. C'est pourquoi démarrez-vous? Pourquoi la bande dessinée? Eh bien, parce que c'est une manière de toucher un plus vaste public que des essais qui s'adressent plutôt aux adultes. Et puis, quand j'ai écrit Ceci est mon sang, qui était un essai sur les règles, on m'avait souvent demandé tiens, j'aurais bien aimé avoir toutes ces informations-là quand j'étais ado. Donc, j'avais fait déjà Les règles, quelle aventure. Ça me paraissait assez naturel pour s'attaquer à un tabou aussi important que celui de la virginité, avec la collaboration d'Élise Arroux, qui est l'éditrice du Lombard, de prendre ce canal-là. Alors précisément, vous venez d'y faire allusion, vous retrouvez un petit peu ce même argument de départ dans Vierge, la folle histoire de l'humanité, puisque vous vous replongez dans votre adolescence, disons au milieu des années 70, et vous essayez comme ça de montrer les confrontations que vous avez eues avec les poncifs, et les préjugés qui entouraient donc tout le monde de la virginité. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ? L'élément déclencheur, c'est propre à toute une époque, mais c'est quelque chose à quoi toutes les ados sont confrontés. Il y a cette idée de la première fois, alors qu'il s'agisse d'un interdit puissant, d'une injonction tout aussi puissante ou d'une curiosité naturelle. Et ce tabou, comme tous les tabous, le mot tabou vient du polynésien tapua, qui signifie fortement marqué. C'est comme un sortilège, un sort, une codification qui contient la peur, l'angoisse et le caractère sacré des choses, avec cette idée qu'il y a un pouvoir mystérieux. Et tout ce qui est tabou, c'est cela. Donc, de partir de l'expérience réelle et de cette angoisse et de cette peur, et d'essayer de la dédramatiser par la connaissance, par le rire, et me paraissait un bon moyen de défaire cette angoisse et ce tabou tel qu'il s'exerce, hélas, encore trop souvent, contre les filles et les femmes. Alors, parce que les chapitres, ils sont 7 dans le livre, et il y a un tour d'horizon très complet, puisque vous allez, si j'ose dire, nous parler des Vierges en tant que déesses. Ça va jusqu'aux îles exotiques, en passant évidemment par la Vierge Marie, et puis la déesse Hécate, Isis, etc. C'était quoi le but finalement, à travers cette approche, on va dire, assez historique et sociologique ? Le but, c'était de montrer que, loin d'être justement un système fermé, il y avait énormément de facettes possibles pour comprendre et analyser le concept ou le tabou de la virginité ou son culte. Et que quand on creuse un petit peu, c'est beaucoup plus complexe
beaucoup plus riche qu'on l'imagine, et ça traverse. Vous avez failli faire le lapsus sur la folle histoire de l'humanité. Ça raconte en vérité ce tabou de la virginité, effectivement une chose assez fondamentale de notre humanité, puisque qu'est-ce que ça concerne? Ça concerne la reproduction, ça concerne aussi le système patriarcal tel qu'il existe, qui consiste à s'approprier le corps des femmes, à considérer que, par exemple, il doit avoir une intégrité spécifique en fonction de ce que la personne va faire de son sexe. Donc ça brasse énormément de choses, et je voulais montrer comment symboliquement c'était inscrit dans notre culture, et de montrer, vous voyez, quand on vous parle de ça, en fait, on vous parle aussi de ça et de ça et de ça. Quand on parle de virginité, on pense à la pucelle d'Orléans, on pense à Jeanne d'Arc. Quand des travaux historiques vous disent, je l'ai découvert avec stupeur moi-même, que, eh bien, on pourrait considérer que Jeanne d'Arc était une personne trans, puisqu'elle a choisi de vivre donc au Moyen-Âge comme un homme, et que ça n'était pas uniquement dicté par les impératifs de la guerre, mais aussi parce que c'était un choix réel qu'elle avait fait de vivre et s'habiller comme un homme auquel elle était attachée, et c'est la raison précise pour laquelle elle a été brûlée au bûcher. Ça n'est pas parce que elle était sorcière. On considérait que c'était un signe de sorcellerie que de ne pas se soumettre aux injonctions de son genre, mais spécifiquement parce qu'elle s'habillait en homme, elle a été brûlée au bûcher. Dans le travail qui a été le vôtre de collection, on va dire, de tout un tas de données, quelle est celle finalement, à part Jeanne d'Arc, qui vous a le plus stupéfait, qui vous a le plus renversé ou surprise, choqué? Parce qu'il y a extraordinairement, c'est riche. Vous parlez par exemple du fait qu'une jeune Roumaine en 2017 a mis sa virginité aux enchères via les réseaux sociaux. D'autre part, vous nous affirmez que l'hymen, c'est la seule partie du corps dont on ne connaît pas la fonction anatomique, ou vous nous expliquez encore qu'il y a des pratiques exotiques telles ceux des tribus des Mozos en Chine, où la liberté des femmes est dominante. J'en ai noté 3. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça qui vous ont laissé un petit peu pantois, si j'ose dire? Alors, la chose qui m'a paru la plus importante et que j'ai envie de répéter assez systématiquement, c'est que contrairement à l'idée qu'on s'en fait, et qui est pour beaucoup aujourd'hui encore dans la peur qu'on va éprouver à l'idée d'avoir pour la première fois des relations sexuelles et intimes, eh bien, il y a le fait qu'en réalité, la membrane de l'hymen, elle est extrêmement souple, elle n'est pas rigide, elle ne se rompt pas, que la muqueuse du vagin, de la vulve, eh bien, c'est la plus élastique qu'on puisse imaginer. Il va en sortir un jour ou l'autre, pour la grande majorité d'entre nous, un bébé. Et donc cette élasticité devrait être la promesse qu'il n'y a pas de douleur. Et de le répéter sans cesse, de dire qu'il n'y a aucune raison anatomique et physiologique à ce que cela fasse mal, eh bien, c'est une manière en partie de défaire ce sortilège, et peut-être de considérer avec plus de bienveillance son propre corps. Qu'est-ce qu'un crime d'honneur ? Le crime d'honneur, c'est le fait de considérer que si une jeune fille a eu des relations sexuelles, y compris contre son consentement, avec une personne non adoubée par la famille, eh bien, c'est l'honneur de la famille qui est atteint. Et au nom de cet honneur, on va tuer la jeune fille elle-même. Parce qu'elle est déshonorée. Parce qu'elle est déshonorée, c'est-à-dire qu'elle aurait perdu toute valeur. Cette valeur, justement, on pense à Claude Lévi-Strauss, par exemple, René Girard, qui voit ici que dans la femme un simple objet d'échange, une histoire, comment dit Lévi-Strauss, une histoire d'affaires à traiter entre hommes, je crois. C'est toujours vivant quelque part dans le monde, ça. C'est vivant dans nos imaginaires. Encore aujourd'hui. Et factuellement le crime d'honneur, il existe encore dans certaines sociétés, bien entendu. Oui. Où est-ce qu'on peut, par exemple, rencontrer ce type de problème ? Je pense qu'il existe, par exemple, encore en Turquie. D'accord. Dans certaines régions. Et donc, ça crée des blocages pour vous, pour la société, évidemment.
Je n'ai pas cherché, en écrivant ce livre, à stigmatiser une culture ou une autre, ou à décider qu'il y avait des lieux archaïques, des lieux moins archaïques, des cultures ou des religions qui mettaient plus en péril la vie des femmes. C'est indéniable à plein d'égards. Et néanmoins, ce n'est pas le propos du livre. Le propos du livre, c'est vraiment d'explorer toutes les facettes de ce tabou tel qu'il vit encore en nous et tel qu'il constitue éventuellement un blocage pour nous à simplement l'idée que nous faisons de notre propre valeur. Ce tabou de la virginité, il repose sur une naturalisation, par exemple, et c'est pourquoi il y a une telle focalisation sur l'hymen. On va dire c'est un fait de nature que c'est fermé, ça ne doit pas être ouvert, etc. Et tout ça est faux. Donc ce qui est intéressant, c'est de montrer le caractère faux. Et si on illustre ça éventuellement par des violences extrêmes, c'est pour montrer qu'il y a une logique finalement là-dedans. Si on la pousse à l'extrême, si on considère que oui, une femme perd de sa valeur parce qu'elle a une relation sexuelle non autorisée, c'est-à-dire qu'on décide avec qui et à quelles conditions elle va avoir des relations sexuelles, eh bien, c'est une violence par définition, par essence, en fait. Le fait que, quand on ouvre l'album, je le rappelle, donc ça s'intitule quand même Vierge, la folle histoire de la virginité aux éditions Le Lombard. C'est sorti le 19 janvier, donc c'est très récent. Ça commence par un trou de serrure. Et puis quand on continue, le trou de serrure s'agrandit. Et alors, je ne délivre pas tout aux éditeurs pour qu'ils aillent voir eux-mêmes. C'est quand même la métaphore qu'on va mettre, qu'on va regarder des choses qu'on n'aurait pas dû voir. Absolument. C'était aussi une référence douce à la fameuse culture des Mossos, qui a été décrite anthropologiquement comme la société sans père ni mari. Dans cette société, chez les Mossos... C'est en Chine, non ? C'est en Chine, dans les contreforts de l'Himalaya. La jeune fille, quand elle arrive à la puberté et qu'elle a ses règles pour la première fois, se voit remettre une clé. Et c'est la clé d'une chambre qui donne sur l'extérieur de la maison. Et par cette porte peuvent accéder aux conditions qui sont les siennes à elle, les amoureux qu'elle souhaitera recevoir. Et si une grossesse survient, le père, celui qui assumera la fonction de père ou qui prendra soin de cet enfant, eh bien, c'est son frère. Et on ne connaîtra pas biologiquement, on peut quelquefois le savoir, mais on ne sait pas obligatoirement qui est le père biologique de l'enfant qui est né, lequel père biologique aura lui-même pour tâche d'élever les enfants de sa propre sœur. Donc il ne sera pas non plus lésé d'élever des enfants ou d'avoir une place dans sa famille. Cette place restera très importante. Et en fait, dans cette société-là, par exemple, la jalousie est le premier péché. C'est honteux de manifester de la jalousie. Et on considère que c'est, encore une fois, aux femmes de choisir à quelles conditions et comment elles vont avoir des histoires d'amour et de la sexualité. Donc j'aimais bien qu'on ait cette petite référence d'emblée de cette clé. La clé, ça peut ouvrir sur quelque chose d'inédit et de surprenant. Et est-ce que vous considérez votre ouvrage comme une clé aussi à offrir à des jeunes filles et à des jeunes garçons actuels qui seraient, malgré, si j'ose dire, la surabondance d'informations pourtant dont on peut disposer, qui seraient perdus et qui se retrouvaient un peu dans les affres qu'ont été les vôtres quand vous étiez adolescente? Est-ce que ce livre leur est destiné? Alors, je n'ai pas de prétention éducative. C'est un métier très noble d'éduquer et ça n'était pas mon intention. En revanche, je sais que j'aurais aimé connaître ces informations-là, comme j'aurais aimé connaître les informations que j'ai partagées sur la question des règles, parce que quand on sait, quand on redonne aussi une certaine dignité à ce sujet. Je voulais ni être trivial. Il y a beaucoup d'humour, mais on ne voulait pas être vulgaire ou méprisant. Et eh bien, il me semble qu'on se donne du pouvoir à travers ces savoirs-là. Donc, c'est plutôt cette idée-là qui traverse tout le livre, c'est de se dire que on a la liberté de penser ce qu'on vit, y compris dans les choses très intimes, et que c'est beaucoup plus surprenant qu'on ne le croit.
Et entre la jeune fille que vous étiez dans les années 70 et la période contemporaine, est-ce que vous notez, quel changement notez-vous qui soit notable et on va dire intéressant? Entre le moment où vous aviez 15 ans, donc on va dire dans le milieu des années 70 et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous distinguerait d'une jeune fille de 15 ans en 2024? Je suis frappée par le fait qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Par exemple, l'âge des premières relations sexuelles n'a pas varié depuis la période des années 70. Ça reste aux alentours de 17 ans. De ce point de vue-là, en termes de vie et de ressenti, je pense que c'est pas si différent de ce que je vivais à cette époque-là. J'étais en plus dans une famille très libérale où on ne projetait pas sur moi des interdits très importants, ce qui était relativement exceptionnel pour mon époque. Il y avait des angoisses et des inquiétudes, évidemment, mais pas d'interdits brutaux. En revanche, je pense que s'il y a une différence, elle est double. Encore une fois, les choses sont souvent doubles. C'est le fait qu'il y ait un accès si important à la pornographie en ligne aujourd'hui. Ça, c'est une différence quand même. C'est une différence massive. Moi, je n'avais pas accès à de la pornographie quand j'étais ado. Et est-ce qu'on a raison de dénoncer cette saturation vis-à-vis des adolescents? Je crois que des gamins de 10 ans, parce que j'ai vu ça chez Serge Tisseron par exemple, ont déjà vu, pas la moitié, mais un tiers a déjà vu un film porno à 10 ans. Absolument. Alors, de garçons, là je parle des garçons. Parce qu'ils font des différences avec les filles qui sembleraient un peu moins réceptives, mais malgré tout. Bon, moi je ne suis pas là pour faire l'arbitre ou la censure de ce qui doit être accessible ou pas accessible. Non, mais est-ce que ça a une conséquence? La conséquence, pareil, je ne suis pas médecin, donc je ne me permettrai pas de mesurer ce que ça produit. Donc je ne vais pas avoir un point de vue moral sur ces questions-là. Mais j'observe, en revanche, j'ai un point de vue critique sur le contenu auquel on assiste et sur la dimension de sidération que ça produit. Parce que les relations sexuelles représentées dans la pornographie sont fondées sur des schémas et des scénarios souvent violents et traumatiques. Et violents et traumatiques toujours pour les mêmes, avec des scénarios de domination, d'imposition qui sont traumatiques à regarder également, parce que ça a créé cette espèce de mélange sidérant. À la fois, ça a créé de l'excitation, c'est fait pour ça, et à la fois de l'angoisse, parce que ça véhicule de la violence. Donc de ce point de vue-là, moi je serais pour qu'on travaille ces représentations autrement et qu'on s'outille autrement. Et merci d'avoir posé cette question-là, parce qu'en fait, effectivement, en écrivant et avec les dessins magnifiques d'Eléa, cette BD, on donne accès à d'autres représentations, à d'autres possibles amoureux, intimes, avec une connaissance du corps, et qui va faire qu'on va se dire, bon, ça, est-ce que vraiment c'est pour moi? Ça permet d'avoir cette distance-là et de peut-être, en tout cas, c'est vraiment l'espoir qui est là, d'échapper à ce scénario fatal et peu épanouissant dans la vraie vie. Aujourd'hui, à 61 ans, je peux quand même le dire, que j'ai le recul pour expliquer qu'il y a d'autres possibilités d'accéder au plaisir, à la joie, et que ça peut être contre-intuitif, mais la douceur, le respect, l'imagination et l'amitié en sont des garants bien plus forts. Il y a quelqu'un dont vous venez de parler, qu'on n'a pas beaucoup évoqué, c'est votre dessinatrice. Votre dessinatrice, c'est Eléa Bird. Elle est en dédicace d'ailleurs, là, à l'heure actuelle. Vous dites quelque chose de très intéressant, que finalement, sans elle, vous n'auriez pas pensé le livre de la même manière et que la différence d'âge qu'il y a entre elle et vous a été finalement extrêmement féconde. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ce qui était assez formidable, on a beaucoup travaillé sur le fait que ce fil rouge, c'était une version de moi à 14 ans, mais écrivant avec ce que je sais depuis. Et elle est dans l'entre-deux. Elle aurait l'âge d'être ma fille.
peut-être même d'avoir des enfants. Donc, également, il y a eu des références qu'elle a apportées qui sont propres à son vécu à elle. Donc, ça a énormément enrichi la conception et le récit de Vierge, parce que on avait l'impression de vraiment y intégrer beaucoup de diversité, d'approches, d'expériences dans le temps. Mais c'est grâce aussi, surtout à la qualité, à son talent, à la subtilité dont elle fait preuve, parce que elle va dessiner de manière des choses relativement explicites. Elle a dessiné beaucoup de vulves, par exemple, mais avec une élégance. Il y a une page qui est très drôle. Il y a une page entière. Voilà, je ne la dis pas, mais vous irez la voir. Vous présentez comme des fiches un peu toponymiques, différents types de sexe. Voilà. Et elle le fait sans qu'il y ait la moindre vulgarité. Il y a beaucoup d'élégance, c'est très drôle. Elle a un humour vraiment... Moi, quand je recevais les planches qu'elle faisait à partir de mes textes, j'ai éclaté de rire. Et c'était ses blagues à elle. Elle réussissait en une blague. Ah, c'est pas vous? Moi, je pensais que c'était vous. Non, il y a des blagues que j'amène. Et je faisais un texte qui était déjà humoristique. Mais je dirais, elle en tirait toutes les conséquences. C'était comme si je lui donnais tous les ingrédients. Je disais, alors voilà tous les ingrédients. Et elle, paf, elle me faisait la recette. Et mais c'est tellement ça. En une case, elle réussissait à synthétiser ou à ajouter une petite touche qui... Et est-ce que vous interveniez directement en moment, lui dire, écoute, là, je ne suis pas contente, ou on ne voit pas ce que je veux dire, ou est-ce que vous aviez ce droit de regard ou pas du tout? J'avais totalement ce droit de regard, mais ça n'est jamais arrivé parce qu'elle était... j'envoyais le texte et 3 jours après, très peu de temps après, quelquefois, elle envoyait ses premiers storyboards et on n'a quasiment rien changé. On se disait, bon, maintenant, faut affiner le trait et mettre la couleur, mais... Il y a eu, en revanche, elle pouvait dire quelquefois, bon là, pour moi c'est trop long, là je vois pas très bien la logique, cette phrase je l'ai moyennement bien comprise. Et dans ces cas, moi je retravaillais plutôt. Vous étiez à distance, vous envoyez ça par fax, par mail? Oui, c'est ça, par mail. Enfin, on a. Et puis on travaillait aussi ensemble avec Elisa Roux, notre éditrice, qui faisait aussi le lien et qui, avec son regard extérieur, nous indiquait si ça fonctionnait, si ça fonctionnait pas, parce qu'on aurait pu aussi s'enfermer dans notre petite cuisine, comme vous dites. Il y a un piège, parce que c'est quand même, faut le dire, une BD docu. C'est pas une BD narrative au sens strict du terme. Donc, ça demande un équilibre différent, je suppose. Et donc, comment vous vous êtes attelé? Certes, vous aviez l'expérience d'une première bande dessinée, mais ça vous a pris combien de temps pour écrire finalement le scénario, entre guillemets, le découpage, on va dire, de toute cette information que vous distillez en chapitres comme ça? C'est difficile à dire. Je crois qu'on est... en temps cumulé, ça ne doit pas être extraordinairement long, mais il y a toujours dans l'écriture, y compris quand ce n'est pas de la fiction, une part de maturation nécessaire. Et puis, il y avait beaucoup de documentation également. Également pour Eléa, qui est allée enquêter, qui est allée regarder des planches anatomiques, beaucoup de peintures, de vierges, de vestales, de statues. Donc, il y avait tout un travail vraiment documentaire très important. Je pense que l'écriture, la création de la BD, qu'on pourrait appeler de la narrative non-fiction, en fait, c'est un petit peu comme ça. Il y a quand même une dimension narrative, oui. Mais ça n'est pas quelque chose d'universitaire ou de documentaire comme ça. C'est 1 an et demi à peu près. Ça a été 1 an et demi de travail entre les premiers textes, les premières planches, et puis la finalisation ultime. Je crois que c'est à peu près ça, un peu plus d'1 an, 1 an et 3 mois peut-être. Et alors, vous parliez à juste titre de l'humour. Il faut reconnaître que l'humour sauve beaucoup le propos, parce que ça serait très vite un peu indigeste, toute cette somme d'infos. Mais il y a aussi autre chose que vous faites et que j'ai trouvé intéressante, c'est que vous avez convoqué quand même pas mal de gens, des littérateurs, alors je vais citer, vous avez convoqué Balzac, vous avez convoqué Avicenne, c'est quand même plutôt étrange et rare, Simone de Beauvoir, Freud, et j'en oublie. C'était quoi? C'était besoin de vous appuyer sur finalement ce socle, ou c'était histoire de, comment dirais-je, d'étendre un peu le propos? Alors c'est surtout, effectivement, montrer que
Ça n'est pas une élucubration de ma part que d'analyser la virginité de telle ou telle manière. Donc je rends d'abord à Césarine ce qui appartient à Césarine. Césarienne, moi. La Césarienne, ce qui appartient à Césarienne. Donc il fallait sourcer ce qui était avancé au plan théorique ou historique. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que dans une BD comme celle-là, c'était intéressant de s'appuyer sur des personnages. Parce que les personnages, on va pouvoir les dessiner, ils vont faire scénario, alors que des idées, plus difficilement. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles, je le fais toujours, même dans des ouvrages qui ne sont pas des BD, mais le fait de pouvoir s'appuyer sur des personnages, de leur donner des caractéristiques, de les faire parler, de les mettre en mouvement, de s'appuyer sur leurs œuvres, eh bien, ça fait scénario et ça permet de donner vie à un propos plutôt que d'avoir des idées désincarnées. La suite, c'est quoi? Vous continuez dans la BD? La suite, c'est un livre sur la ménopause qui s'appelle « Ceci est mon temps » et qui sort le 7 mars. C'est sur la ménopause, andropause et autres aventures climatiques. Donc j'y parle aussi bien du climatère qui arrive aux hommes que celui qui arrive aux femmes, et qui pourrait peut-être aussi devenir une BD ultérieurement. Est-ce que vous pensez, vu que vous avez derrière vous déjà un certain nombre d'ouvrages, il y en a un qui est très bien vendu d'ailleurs, c'est Ceci est mon sang, hein, plus d'une vingtaine de mille d'exemplaires vendus. Est-ce que vous pensez éventuellement pouvoir un jour les traduire en bande dessinée, c'est-à-dire faire une adaptation? C'est très classique maintenant, ça se fait beaucoup. Je l'ai déjà fait, j'ai fait Les Règles, oui, quelle aventure. Mais là, reprendre un de vos livres qui a bien marché et essayer de voir avec Eléa ou une autre autrice par exemple. Oui, bien sûr, ça va peut-être se faire sur la ménopause et ça peut se faire aussi sur d'autres sujets sur lesquels je travaille. En attendant, je vous remercie d'avoir été notre Merci invité aujourd'hui. Je rappelle Élise Thiebaud, que vous êtes la scénariste de ce petit ouvrage qui vient d'arriver aux éditions Le Lombard, Vierge, la folle histoire de la virginité. Et surtout, on va faire un joli clin d'œil à Eléa Bird, hein, qui est à l'heure actuelle en plein boulot, la pauvre. Et on va la féliciter, et vous aussi, pour ce travail plein d'érudition et surtout de drôlerie, parce que vous l'avez évoqué, j'aurais aimé en parler plus, mais c'est drôle. Et c'est ça qui m'a plu à le lire, parce que ça permet d'avaler, si j'ose dire, la pilule, sans faire un mauvais jeu de mots. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants en compagnie de Charles Berberian, qui va venir nous parler de son éducation orientale. Un baiser, rien qu'un seul, aussi léger soit-il, appelle le poids d'une feuille, la caresse d'un cygne. Écouter battre son cœur et mourir de bonheur. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie. Corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie. Revers de la médaille, même si ça fait mal parfois, pour un simple je t'aime, être prêt à faire n'importe quoi. Trop aimer, trop s'étreindre, qui oserait s'en plaindre. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie. Corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce
qu'on veut dans la vie. Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face, tout ce qu'on veut dans la vie. Corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche, tout ce qu'on veut dans la vie. Tout ce qu'on veut dans la vie. Elle a 79 ans, elle est anglaise, elle est évidemment dessinatrice, elle s'appelle Posy Simmonds et elle est surtout devenue hier soir la nouvelle lauréate du Grand Prix de la ville de la bande dessinée d'Angoulême. Alors qui est-elle ? Eh bien elle est diplômée de la Central School of Art and Design de Londres, ça c'était il y a très longtemps, et en 1972 Posy Simmonds devient illustratrice au très célèbre Guardian, ce journal anglais, et c'est là qu'elle va faire ses classes pendant de nombreuses années. Mais c'est surtout à partir de 1999, avec la sortie de son premier roman graphique, Gemma Bovary, que cette francophile va finalement atteindre la notoriété, car derrière sa relecture résolument moderne du roman de Balzac, elle va faire fort impression. Entre-temps, Posy Simmonds est donc devenue une dessinatrice de presse, une illustratrice de livres pour enfants et bien sûr auteure de bande dessinée. C'est avec Tamara Drew en 2007, adaptée au cinéma 3 ans plus tard par Stephen Frears, qu'elle confirme son amour de la bande dessinée avant de reprendre les pinceaux un peu plus tard pour son dernier opus connu, Cassandra Dark, en 2018. Membre de l'Ordre de l'Empire britannique, Grand Prix Rodolphe Töpffer en 2022, célébré par le Centre Pompidou qui lui consacre une grande rétrospective jusqu'au 1er avril, Posy Simmonds restera aussi et bien sûr comme l'une des rares dessinatrices de presse à devenir un jour et désormais le 51e Grand Prix de la ville d'Angoulême. Bien, eh ben, nous restons en direct. Nous restons en direct donc, du Festival de la bande dessinée d'Angoulême avec un nouvel invité qui est Monsieur Charles Berberian. Bonjour Monsieur Berberian. Bonjour. On vous connaît depuis longtemps dans la bande dessinée parce que vous êtes aussi le Grand Prix avec Monsieur Dupuis en 1997, c'est bien ça ? Oui, c'est un Grand Prix qui était accordé par un jury d'anciens Grands Prix. Et je trouve que là, la tournure que prend le nouveau Grand Prix, c'est-à-dire le vote général des auteurs de bande dessinée, ça donne une autre dimension beaucoup plus, moi je trouve importante, même si à l'époque j'avais été très touché par le choix de ces auteurs qui m'avaient donné envie de faire la bande dessinée, comme Pétillon, Druyer, je ne vais pas tous les citer, Véron, Moebius, Bilal. Mais là, d'être choisi par l'ensemble, ou disons la quasi-totalité des auteurs de bande dessinée en exercice, je trouve que c'est formidable. Donc, déjà, la carrière de Posy Simmonds est impressionnante, mais je trouve que l'ensemble des prix qu'elle a reçus est encore plus impressionnant. Et quel est ce Grand Prix au moment où elle a cette exposition rétrospective à Pompidou ? Franchement, respect absolu, total. Catherine Meurice ou Daniel Close auraient été lauréats, j'aurais été aussi heureux. Donc c'est quand même un luxe incroyable d'avoir 3 auteurs, autrices qui arrivent en dernière ligne droite, et que ces 3 auteurs, autrices exceptionnelles, quoi. Ça prouve que la bande dessinée se porte pas mal, enfin je crois. Effectivement, on peut le dire, c'est quand même un secteur assez dynamique qui a vu des progressions sur le plan économique énorme et puis aussi sur le lectorat qui diversifie. Alors, le plan économique énorme, c'est hors de ma juridiction. L'avantage, c'est que ça touche quand même. C'est vrai que la bande dessinée. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais venu, Fanny Michaelis, qui est autrice, avait été présidente du jury cette année-là. Et pendant la cérémonie de remise des prix, elle avait parlé de la précarité des auteurs et des autrices de bande dessinée. Ouais. Donc, j'adore quand il y a une progression économique énorme
et que du côté des auteurs, on le ressent pas trop. C'est bien le paradoxe qui est dénoncé depuis plusieurs années par de nombreux collectifs d'auteurs. C'est-à-dire qu'il y a un accroissement extraordinaire économiquement du marché, mais qui n'a aucune retombée sur les revenus des auteurs. Il y a quand même une retombée, faut pas tout voir en noir. Déjà, la qualité, moi je trouve, ça fait quand même un certain nombre d'années que je suis dans ce milieu-là, mais je suis lecteur depuis on va en parler. L'âge de 4 ans. On va en parler. Et je trouve que ce qu'on me propose de lire, c'est depuis, je sais pas, ces 20 dernières années, c'est exponentiellement de qualité. C'est assez remarquable, quoi. Je suis assez impressionné par ça. Et je pense que les auteurs eux-mêmes y gagnent, parce que moi, ce que je vois, c'est que le niveau a énormément augmenté, tant du niveau du scénario que du dessin. Alors vous me faites un pont d'or pour parler de vous et de votre enfance, puisque vous êtes en train de dire depuis que je lis de la bande dessinée. Et oui, si j'ai bien compris, dans l'éducation orientale que vous nous proposez aux éditions Casterman, il s'agit d'une déambulation à la fois dans une ville et à la fois dans vos souvenirs. Oui. Alors la ville, c'est celle de Beyrouth. Vous êtes vous venez d'une famille très cosmopolite, parce que votre mère était grecque. D'origine grecque, à Smyrne, c'est ça? Non, enfin, ses parents à elle, grecs chypriotes. Oui. Il y a son père qui est né à Chypre même, à Arsos. Mais sa mère est née à Jérusalem, tout comme ma mère, à moi, enfin sa fille. Enfin, vous voyez comment c'est compliqué dans les arbres généalogiques. Disons du côté de maternelle, c'est grec chypriote avec une assise soit dans l'île de Chypre, soit à Jérusalem. Et votre père n'a pas travaillé à Bagdad aussi? Mon père, pour gagner sa vie, a été obligé d'aller à Bagdad et travailler pour une compagnie, dans un premier temps une compagnie allemande, et puis ensuite française. Alors en 75, on va le voir, mais vous fuyez la guerre, enfin vous êtes lâchement. Oui, enfin à 17 ans ou à 16 ans, est-ce qu'on peut parler de lâcheté? On fait surtout ce que disent les parents. Moi j'ai des copains à l'époque qui se sont impliqués dans le combat. Dans le conflit. Ouais. Alors vous vous retrouvez à Paris avec votre grand frère Alain et vous avez passé entre-temps donc les 6 années avec votre yaya, c'est ça, votre grand-mère à Beyrouth, ouais. Un peu avant que ça pète, on va dire. Et il y a quelques moments où vous racontez la guerre quand même, puisque vous l'avez vécu. J'ai vécu quelques mois, mais la situation était toujours tendue. Mais quand on est adolescent, on ne se tient pas toujours au courant des nouvelles. Et puis, on ne perçoit pas le danger ou cette tension-là comme peuvent le ressentir, les ressentir, mais les parents, les adultes. Pardon. Mais il y a quelque chose d'assez incroyable d'être adolescent à l'âge où on se révolte, par exemple, contre l'autorité, contre les parents et tout ça, à l'âge où on cherche d'autres repères et tout ça, de voir qu'en fait, c'est le pays qui fait cette crise d'adolescence et pas soi. De voir tout être bouleversé. Bon, maintenant, on le sait que c'est une guerre civile, mais à l'époque, on savait pas ce qui se passait vraiment, parce que c'était compartimenté, réduit à un quartier, en l'occurrence le nôtre. Donc, on savait pas que ça allait s'étendre, que ça allait s'embraser à l'échelle du pays. Et comment s'imaginer qu'un pays peut verser dans une guerre civile, quoi. Surtout un pays qui semble afficher tous les symptômes d'un paradis terrestre, la Riviera libanaise, l'hédonisme, les gens à la plage, les palaces, les casinos, enfin tout ce truc. Oui, on a beaucoup de mal à l'heure actuelle. Ouais. Quand on dit aux Français que jusqu'en 75, on parlait du Liban comme de la Suisse orientale, enfin de la Suisse du Moyen-Orient, il y avait même eu cette expression. Vous savez pourquoi? Non, allez-y. Dans votre esprit, qu'est-ce que ça veut dire Suisse du Moyen-Orient? Ça veut dire compte en banque quand même. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est l'argent. Le bon versant, c'est les différentes communautés qui vivent
en bonne intelligence, comme en Suisse, c'est-à-dire les différentes langues pratiquées, ou la neutralité par rapport à toutes les guerres alentour. Mais en fait, le vrai rapprochement avec la Suisse, c'est le secret bancaire. Le secret, c'est ça. Et ce secret bancaire qui a fini par corroder l'économie du pays, c'est-à-dire qu'il y a une ligne droite entre ce secret bancaire qui est instauré en 1958, et l'effondrement économique de 2018. Il y a vraiment une ligne droite. Hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. Je suis pas un spécialiste d'économie, mais je m'intéresse énormément à l'histoire du Liban parce que non seulement c'est l'histoire de ma famille, mais c'est aussi notre histoire moderne que nous partageons tous, parce que c'est un endroit du monde, le Proche-Orient, où tout le monde était là, les Anglais, les Français, les Allemands, les Russes. Plus tard les Américains d'ailleurs aussi. Plus tard les Américains, oui. Alors justement, là on a quand même 136 planches en couleur qui s'intitulent Une éducation orientale. Est-ce qu'on peut dire que finalement les 6 années que vous avez vécues là-bas, vous le dites vous-même d'ailleurs, elles ont compté double. Pourquoi elles ont compté double ces 6 années que vous avez... Entre quel âge et quel âge? Entre 9 ans et 15 ans à peu près 10 et 16, 10 et 16, ouais, oui, 9 et 15. Ben, ça compte double parce que c'est des années qui marquent. C'est des années d'émancipation, de découverte du monde extérieur, hein, ne serait-ce que par le cinéma, la musique, la bande dessinée. C'est les premières années où, en tout cas moi, j'ai découvert l'amour, l'amitié, une vie en dehors de la famille, en fait. Et puis, c'est vrai que mon frère, qui était comme une figure... tutélaire, c'est lui qui m'a donné l'accès en premier à la musique, au cinéma et tout ça. Et que pendant ces 6 années, on s'est retrouvés, lui et moi, en électron libre, parce que notre grand-mère, elle n'était pas, comme tous les grands-parents, ne sont pas hyper carrés au niveau éducation, quoi. C'est pas leur rôle. Elle, c'était une espèce de montagne de tendresse. C'est comme ça que vous la décrivez? Ouais. Quand vous êtes au lit avec elle, elle n'arrête pas de vous faire des bisous, elle vous dit des mots. C'est un lieu de refuge, parce que d'entendre la mer tonner, la mer qui est juste en face de la maison où elle habite. L'océan, enfin la mer Méditerranée. Non, la Méditerranée, qui peut être extrêmement violente, en fait. Oui. On pense que la Méditerranée, c'est calme, mais quand il y a des orages et des tempêtes, c'est vraiment très très violent. Mais il y avait aussi les explosions de dynamite des pêcheurs. Ah oui, qui donc moi je découvrais tout ça et ça m'angoissait, donc j'allais me réfugier dans le lit de ma grand-mère, qui est voilà ce que je raconte dans le livre, c'est-à-dire elle est très accueillante, et puis elle a cette prière qu'elle me faisait en grec. Ouais. Je comprenais rien. Il y a 2 personnages quand même qui ressortent et qui sont pas votre père et votre mère. Oui. Mais c'est votre grand-mère et votre frère. Et mon frère. C'est ce dont vous venez de nous parler d'ailleurs immédiatement, sans que je vous y pousse. Et moi j'aimerais comprendre pourquoi effectivement ces 6 années ont été très importantes. Et pour votre frère, on peut en reparler, mais il est quand même devenu un réalisateur de films. On va dire qu'il a fait La Cité de la Peur avec Les Nuls, parce que ça c'est quand même le gros truc. La Cité de la Peur, L'Enquête Corse. L'Enquête Corse avec Pétillon, d'après Pétillon. Le Boulet. Ah oui, aussi Le Boulet. Ouais, Paparazzi. Ça, c'est pour les succès, parce qu'il a fait 2 films qui n'ont pas marché du tout. Ouais. Pourquoi c'est ces 2 personnages qui se détachent? Vous y avez réfléchi, je suppose, en faisant ce bouquin? Non, c'est venu naturellement. Comme je dis, aussi, quand j'ai fait l'affiche pour le Salon du Livre de Beyrouth, mon frère est apparu dans le dessin. Et vous le pas racontez. Une seule fois, mais 2 fois. Donc, je vais expliquer quand même. Vous êtes en train de faire un dessin, et sans vous en rendre compte, naturellement, vous greffez votre frère dans ce dessin, alors qu'il n'a pas un rapport direct avec le dessin. Donc, si on était freudien, ce qui est fastoche, on dirait, on y verrait plein de trucs. Et donc, ça vous a fait quoi quand vous vous êtes rendu compte que dans votre propre dessin, vous aviez mis 2 fois le visage de votre frère? Alors, qui est décédé, la première fois, il est survenu comme ça, de manière impromptue. La deuxième fois, moins.
C'est-à-dire que ça commençait à m'amuser de le mettre à 2 âges différents sur le même dessin. Après, le lien entre mon frère et Beyrouth est très fort. D'autant plus que on rêvait de s'y retrouver tous les deux en même temps à l'occasion de voyages tardifs. Enfin, et lui y allait régulièrement, moi aussi de mon côté, mais on n'a jamais fait le voyage ensemble. Et vous avez mis du temps à y revenir. Oui, 30 ans. Ouais. Mais alors après, quand vous y êtes revenu plusieurs fois consécutives. Oui, ouais. Mais pourquoi 30 ans? Je sais pas, une espèce de méfiance. Méfiance. Une méfiance, ouais. C'est douloureux quand même, comme une guerre civile, c'est pas facile. La culpabilité de n'être pas resté, même vis-à-vis de mes amis. J'ai quand même pas mal d'amis qui sont partis pratiquement en même temps que moi, d'autres un petit peu plus tard, mais aussi la défiance vis-à-vis d'un pays qui pour moi m'avait trahi, c'est-à-dire, et c'est marrant parce que je retrouve ce sentiment-là chez les Libanais beaucoup plus jeunes que j'ai rencontrés, c'est-à-dire un amour-haine vis-à-vis de ce pays, c'est-à-dire que ce pays n'est qu'un cauchemar et ce pays n'est qu'un rêve. Cette coexistence des deux impressions est simultanée et continuellement simultanée, quoi. Et c'est vrai que la première fois que je suis retourné à Beyrouth, c'était extrêmement inconfortable. Et la fois où j'y suis allé avec ma compagne, qui découvrait le pays pour la première fois, je crois que c'était en 2015, j'ai aimé ce pays à travers son regard, parce qu'elle a adoré. Ouais. Parce que c'est ça, vous êtes en train de nous dire, je me méfiais de ce pays, je mets 30 ans à y retourner, mais votre bouquin, là, c'est une déclaration d'amour au Liban. Oui, mais parce que j'aime ce pays, en fait. Ouais. C'est impressionnant, vous n'arrêtez pas de le dire. Mais alors, vous avez opté pour quelque chose, quand même, il faut expliquer à nos auditeurs, c'est que plutôt que de nous présenter une vision linéaire, chronologique de tous ces événements, en fait, il s'agit d'une sorte de flânerie. On va dire de flânerie narrative et graphique, une espèce de rêverie. Et vous remontez les rues, d'ailleurs, vous avez l'expression, vous le dites vous-même, remonter les souvenirs ou les rues, c'est le même mouvement. Je marche, j'essaie de m'orienter et je tombe par hasard sur un moment que j'avais rangé dans un coin. C'est très très beau d'ailleurs. Merci. Et donc, moi, ce qui m'a époustouflé, c'est finalement la qualité de la cohérence de l'ensemble, en dépit d'un traitement qui est, lui, très particulier, parce qu'en fait, il s'agit d'une flânerie qui vous délivre. C'est un livre pour vous délivrer. Oui. C'est-à-dire que je trouvais pas ma porte d'entrée pour aborder ce récit. Parce que il faut bien dire que c'est un peu lourd aussi à trimballer, c'est une responsabilité. Au début, je pensais faire un chapitre par personne, membre de ma famille, c'est-à-dire un chapitre pour mon père, un chapitre pour ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, mon frère et tout ça. Et puis ça me semblait un peu pesant, j'y arrivais pas. Quand j'ai fait les 36 premières pages, qui étaient au départ une correspondance avec une autrice de bande dessinée qui s'appelle Michelle Stanchowski, qui est libanaise, j'ai trouvé ma porte d'accès pour ce récit. Et j'ai bien vu que ce qui fonctionnait pour moi pour aborder le thème, c'était faire des cercles concentriques pour cerner mon sujet. Et puis trouver une espèce de centre de gravité sans savoir exactement où il se trouvait. Mais à force de tourner... Et vous avez tourné dans la ville ? Oui, j'ai marché. Tout ce que je raconte est vrai. Ça ne s'est pas forcément passé la même année, mais à chaque fois que j'y vais, je marche. Et les souvenirs reviennent de cette manière-là. Et j'ai pensé aussi que d'avoir une approche cyclique par rapport au temps, des choses qui m'avaient bien plu quand j'avais lu Pessoa, j'ai trouvé que ça correspondait à ce que finalement j'avais envie de, j'allais dire expurger, mais le mot est pas très joli.
C'est une sorte de catharsis. Exprimer. On peut parler, alors, si on se la joue un peu un télo, une forme de catharsis là-dedans à vous libérer de l'emprise du passé au travers d'une œuvre artistique. Oui, mais catharsis, c'est se souvenir des mauvais moments. Là, il y a beaucoup plus de bons moments pour moi, de bons souvenirs que de mauvais. À part le moment où il y a la guerre, vous montrez pas beaucoup la guerre. Vous montrez votre grand-mère. Je ne l'ai pas très bien connue, la guerre. Moi, je l'ai vue à distance. Le peu que j'ai connu, c'est ce que je raconte dans le livre. Ouais. Après, peut-être qu'il y a des choses que j'ai occultées, je ne sais pas. Mais j'ai pas connu une violence telle que l'ont connue les copains qui sont restés, qui m'ont raconté des choses horribles. Horribles. Ouais. Il y a une dimension qu'il faut quand même évoquer dans cette interview pour que nos éditeurs comprennent qu'une éducation orientale, c'est certes tout ce que vous venez de dire, mais aussi quand même et surtout un extraordinaire travail graphique. J'ai recensé. C'est gentil, merci. J'ai recensé la multiplicité, vite fait, des croquis, des peintures, des aquarelles, des esquisses, des portraits, des cartes postales, des photos, des plans, des images narratives, allégoriques, symboliques, illustratives. Alors, on est un petit peu des fois sous le coup d'une telle flamboyance, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de vous perdre, vous créez une unité cohérente graphique qui fait qu'on se véhicule dans ce débordement, si j'ose dire, de graphique à tout. Il y a de la couleur, il y a du noir et blanc. C'est vraiment des choses qui ont été jetées. C'est très gentil ce que vous dites, merci beaucoup. Mais pour moi aussi, c'était une manière de me rapprocher du mésé, les mélanges de plats, les dîners à la libanaise où il y a plein de petits plats et puis on picore. Il y a plein de saveurs différentes, on fait nos propres mélanges. C'est exactement ça. Maintenant que vous me le dites, oui. Je me suis laissé complètement porter par mon sujet. C'est-à-dire que j'avais besoin de retrouver effectivement des saveurs, des sensations, et d'y coller de la manière la plus proche possible. Mais c'est vrai que le dessin permet ça, parce que le dessin est révélateur en lui-même. C'est-à-dire que moi, je laisse le dessin me mener là où finalement je vais tomber sur des souvenirs, des choses comme ça, un peu comme effectivement un marcheur dans la ville. Et c'est vrai que de dessiner les décors, c'est s'y promener. Et je me suis rendu compte à quel point le travail de Tardy était porté par ça aussi. C'est-à-dire que moi, je prenais cette espèce d'attention extrême portée au décor chez Tardy comme une forme de fétichisme, mais qui s'arrêtait de manière très superficielle. Et je me suis rendu compte à quel point se promener dans ses propres dessins, c'est quelque chose d'incroyable, qui fait qu'en retour, le lecteur se promène également. C'est-à-dire que les livres de Tardy m'ont fait un effet incroyable, quoi. Et j'ai mieux compris cette démarche en travaillant sur ce livre. Le Tardy d'Hector Mallet, par exemple, quand il promène Burma dans Paris. Celui-là, oui. Ou celui d'Adèle Blanc-Sec. Mais ça peut aller jusqu'à la guerre des tranchées. C'est-à-dire que cette idée que le dessin peut à ce point recréer des odeurs, des climats, des personnages et tout ça, quand il a fait son travail sur l'histoire de son père dans Stalag. Mais finalement, c'est pareil quand Marjane Satrapi refait Persépolis, quand tous les auteurs de bande dessinée ou les autrices se servent de leur dessin pour revenir à un endroit ou faire revivre des gens qui leur manquent. Le dessin a une force incroyable. Ouais. Chez vous, là, il y a une dimension qui va avec. Il y a la dimension évidemment picturale, narrative et graphique, mais tout ça baigne dans une nostalgie terrible. On sent quand même une forme de mélancolie avec vous quand on remonte. Vous nous dites à un moment, je ne reconnais même pas le quartier de mon enfance. Les rues et les immeubles sont plus les mêmes, mais vous ressentez encore finalement cette magie du souvenir. Oui, mais je pense que j'ai aussi laissé de la place au présent. C'est pas uniquement de la nostalgie. C'est inévitable, la nostalgie. Dès qu'on parle de son adolescence ou de son enfance, c'est inévitable. Mais c'est pour ça que j'ai essayé d'accorder une place importante au présent
dans le livre, Avec ou, le Covid, ou disons par un exemple. passé plus proche, pour ne pas verser continuellement dans la mélancolie et aussi pour amener les personnes de ma famille aussi dans le présent, c'est-à-dire de les faire vivre dans le regard du lecteur ou de la lectrice au présent, c'est-à-dire que ce livre est mélangé, c'est un mélange du passé et du présent. Ouais. Votre famille a réagi Mais auprès de vous il n'y a plus personne. Oui, non mais je pensais... Vous Non, avez il y a des ma en- fille, vous il y a avez- ma voilà, fille vous qui a avez votre réagi. fille. Et d'ailleurs, très bêtement de ma part, moi j'ai rajouté un album photo à la fin du livre. Oui. Et d'un seul coup, quand j'ai envoyé le bouquin, j'ai dit mais peut-être que c'était pas très malin de ma part. Je vais attendre de voir comment elle réagit elle. Et elle a très bien réagi. Elle m'a dit d'abord que le livre lui avait plu, que elle avait retrouvé mon frère. Elle avait Son un lien oncle. très fort avec son oncle. Et aussi que les photos à la fin l'avaient fait rire. Notamment les photos retouchées de ma mère, où elle retouche son nez. Oui. Ouais. Vous en parlez d'ailleurs dans le... Ouais. À un moment, elle est avec Oui. sa sœur et elle lui dit... C'est pas sa sœur, Pas sa c'est une amie très proche. Elle lui dit, il faudrait que je me fasse refaire le nez. Et l'autre lui dit, mais pourquoi tu vas faire ton nez quoi Ouais, c'est pas la peine. Et c'est pas la peine. Vous y revenez, vous montrez la photo. Moi, j'ai bien aimé parce qu'à la fin, dans la photo, finalement, Ouais. vous nous racontez l'anecdote, puis on voit la photo. Ouais. Ça donne un côté très vivant parce que Merci. la façon dont vous le dites, c'est vrai, il y a de la nostalgie, mais pourtant, c'est très vivant. On adore les bisous de votre grand-mère, on a envie que ce soit la nôtre, faut reconnaître. On aime bien déambuler avec vous. Il y a juste Merci. un truc qui est crispant, c'est le Oui. début parce que vous partez du Covid. Oui. Alors là, ça nous ramène tout de suite à cette période un peu triste. Et c'est votre Je point suis de départ, désolé. en fait. Ouais. Mais pour moi, j'ai gardé cette partie-là que je pouvais enlever parce que finalement, il y avait une ressemblance énorme entre cette espèce de machin qui nous tombait dessus d'un seul coup et qui était inidentifiable, totalement méconnu dans nos souvenirs, la guerre civile ou la pandémie. Oui, C'est vous avez fait incroyable. vous avez quand fait même, un lien, vous. mais les Libanais encore plus, parce qu'ils ont Oui. tout vécu. Oui, surtout. Et ça s'est terminé par l'explosion dans le port. Mais je ne pensais pas garder ce début-là. Et à la relecture, j'ai dit non, je vais le garder évidemment en accord avec mon éditeur Benoît Mouchard, qui est premier lecteur. Oui. Donc en fonction de la manière dont il réagissait, ça validait ou non mon choix, quoi. Dernière question, parce qu'hélas, le temps passe. C'est passionnant de vous entendre quand on a lu le livre. Donc, je le redis aux éditeurs, lisez-le. Mais la dernière Merci. chose, c'est qu'en 97, vous étiez Grand Prix de la ville d'Angoulême en compagnie de votre comparse Philippe Dupuis. Oui. On vous a connu, vous avez été quand même des phares dans la bande dessinée, la communication, l'illustration des années 90. On se rappelle des pubs pour Renault, c'était la Twingo, hein, si je me suis... Non, alors pas la la Twingo, Twingo, c'est Petit Roulé. C'est Petit Roulé, oui, pardon. Qui malheureusement nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Non, Philippe et moi, on a fait pendant 2-3 ans les affiches des magasins Nicolas. Et Canal Plus aussi, non? Vous n'avez pas fait la Alors, com, on a participé avec Robial à une opération anniversaire de Canal+. Ouais. Et alors, on vous connaissait surtout pour le journal d'Henriette. Moi, je me souviens beaucoup du journal d'Henriette et de Monsieur Jean un peu avant. Question banale, et qui sera peut-être la dernière. Il y a espoir un jour de vous revoir travailler à quatre mains? On en a parlé, Philippe et moi. On n'a pas réussi à trouver d'abord une idée qui fasse le déclic. Et dans un deuxième temps, un moment où on allait se retrouver tous les deux pour bosser ensemble, parce que lui maintenant habite à Bruxelles, moi toujours à Paris. On a des vies très très différentes. Philippe est un jeune père, hein, donc il est contraint dans son emploi du temps. Moi je pas du tout. Moi je suis un vieil adolescent. Ça s'entend et ça se lit. Je rappelle, Une éducation orientale, c'est signé Charles Berberian. C'est aux éditions Casterman, un très très bel album. Merci. J'espère que j'ai donné et que nous avons donné envie aux auditeurs de le découvrir. Ben, écoutez, en tout cas, je suis ravi de cette conversation. Vous avez dit des choses qui m'ont beaucoup touché et je vous en remercie. Et je rappelle que l'album est dans la sélection officielle et donc samedi soir, on saura si ou non il aura droit à un prix. En attendant, je vous remercie. Je donne rendez-vous demain sur les ondes de RCF Charente et Aquitaine, donc pour un rendez-vous à 18h15 et jusqu'à 19h. Ça sera avec au musée de la bande dessinée. Bon, au revoir à tous.